Salut les photons, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler de ces astres qui vous illuminent le jour et aussi bien la nuit, qui vous chauffent grâce à leurs rayons, j'entends bien les étoiles, et plus particulièrement le soleil. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la naissance, de la vie et de la mort de ces étoiles. Alors j'espère que vous êtes prêts à partir dans ce voyage cosmique avec moi à travers les étoiles. Alors accrochez vos ceintures. Dans certaines régions de l'univers, il y a ce qu'on appelle les nébuleuses, comme par exemple la nébuleuse d'Orion, que vous connaissez sûrement, la Lyre ou même la Carène. Elles sont essentiellement composées de gaz et de poussière, qui nous informent généralement sur leur composition chimique. Ce qui est intéressant, c'est que de notre point de vue, sur la Terre, les nébuleuses ont une certaine homogénéité. Détrompez-vous. En fait, il n'y a qu'une dizaine de molécules par centimètre cube. Pour comparer, dans notre air, il y a 53 milliards de molécules par centimètre cube. Ça fait une sacrée différence. Mais qu'est-ce qui donne ces couleurs splendides à ces nébuleuses? De part et d'autre de la nébuleuse, les jeunes étoiles qui sont autour envoient des rayonnements. Ces rayonnements, ils vont interagir avec la matière et le gaz environnant de la nébuleuse, ce qui va donner ces couleurs splendides en fonction du gaz, ce qui nous informe nous aussi sur leur composition chimique. Mais comment ça se fait? En fait, ces jeunes étoiles, elles envoient des rayons gamma et ultraviolets, c'est-à-dire des photons. Ces photons, ils vont rentrer en collision avec le gaz, ce qui va faire une interaction avec la matière et les électrons, ce qui va émettre un rayonnement de couleur. C'est comme ça qu'on les voit. Mais qu'est-ce qui fait que ces nébuleuses ont une forme si artistique? En fait, c'est ces jeunes étoiles qui ont des éruptions sur leur surface, tout comme notre Soleil d'ailleurs. Ça s'appelle des éruptions solaires. Et ces éruptions solaires vont, sur les jeunes étoiles, émettre une onde de choc. Cette onde de choc va pousser le gaz environnant. C'est pour ça que ça donne ces formes uniques à une nébuleuse. Maintenant que vous savez ce que c'est le berceau des étoiles, on va voir comment elles naissent. Comme on l'a dit avant, les nébuleuses, elles sont composées de gaz. Et ce gaz, sous l'effet de la gravité, va commencer à se rapprocher, atome par atome, donc ça peut prendre des milliers d'années. Et sous l'effet de la gravitation, ils vont se rapprocher tellement que la température va commencer à augmenter. Ce gaz va tellement se contracter que les atomes d'hydrogène vont se transformer en molécules de dihydrogène et ça va augmenter cruellement la densité. Vous savez, la molécule de dihydrogène, elle est composée de deux atomes d'hydrogène, logique, et qui est trouvable sur la Terre à l'état naturel, car l'hydrogène tout seul n'est pas trouvable. Et quand ce nuage de gaz est uniquement du dihydrogène, il est prêt à faire naître une étoile. C'est ce qu'on appelle une pouponnière d'étoiles. Et dans ce nuage, au fur et à mesure, la contraction, la pression et la température vont augmenter jusqu'à atteindre une température telle que les particules des atomes vont se détacher en créant une soupe d'électrons et de protons, ce qui va former un nouvel état de la matière, le plasma. Ah, vous savez pas qu'il y avait un quatrième état de la matière? Eh ben si, en fait il y en a même plus, mais c'est compliqué, on verra ça dans une prochaine vidéo. Mais détrompez-vous, ce n'est pas encore une belle étoile. Il va falloir encore attendre quelques milliers d'années pour que ça devienne un beau soleil. Pour l'instant, c'est ce qu'on appelle une proto-étoile. Mais comment elle va devenir une belle étoile? Elle va continuer de s'effondrer sur elle-même par la gravité. Et au sein de son noyau, la température va augmenter jusqu'à 15 millions de degrés Celsius. Ce qui va aussi, sous l'effet de la pression, faire fusionner des atomes d'hydrogène, ce qui va donner de l'hélium. Mais attention, les étoiles, ça brûle pas. C'est juste une réaction thermonucléaire très puissante qui va éjecter de la pression et de la matière vers l'extérieur de la protoétoile, ce qui va la faire augmenter drastiquement de volume. Mais en grandissant, elle devient plus massive, ce qui va diminuer sa température, ainsi la gravité va recomprimer l'étoile. Cette alternance entre ces deux positions va pousser l'astre à trouver un équilibre. Après s'être stabilisée, la protoétoile va devenir enfin une belle étoile. Pour comparaison, imaginez qu'à l'intérieur du cœur de cette étoile, il y a 1 billion de bombes nucléaires qui explosent chaque seconde. D'ailleurs, sur les plus grosses étoiles, il y a même une pression si forte que l'hélium va être fusionné en carbone, puis ce carbone fusionné en oxygène, cet oxygène en fer, etc., qui ne peut après lui plus se fusionner, car c'est effectivement l'élément le plus stable de l'univers. Mais bien sûr, c'est pour les étoiles les plus grosses. C'est bizarre de se dire que en fait, toute la matière, elle provient des étoiles. On est des enfants des étoiles. C'est fou. Mais bon, revenons au vif du sujet.
dans le cœur de l'étoile, il va y avoir une fusion nucléaire. Cette fusion, c'est l'hydrogène qui va se transformer en hélium. Bien sûr, il ne faut pas confondre, hein, parce que la fusion nucléaire, c'est ce qui se passe dans le cœur des étoiles, et nous, on utilise la fission nucléaire pour pouvoir créer de l'électricité. Et à l'intérieur du cœur de l'étoile, la fusion, elle va produire une quantité phénoménale d'énergie. D'ailleurs, au passage, en bombardant un max de particules exotiques. Je m'explique. Les particules exotiques, c'est des particules qu'on ne voit pas au quotidien. Donc, dans le cœur de l'étoile, quand les atomes vont fusionner, eh bien, il va y avoir un bombardement de neutrinos. Qu'est-ce que c'est ces neutrinos? C'est des toutes petites particules qui interagissent presque pas avec la matière. On se fait d'ailleurs bombarder par le soleil de ces neutrinos chaque seconde. Et il y a d'autres particules exotiques. Par exemple, le positron. Le positron, il est émis lorsque deux atomes d'hydrogène fusionnent en un atome d'hélium. En fait, le positron, c'est de l'antimatière. C'est le contraire de l'électron. Maintenant que vous savez comment naît et vit une étoile, on va voir sa triste fin, comment elle meurt. Mais comment le soleil meurt? Bien sûr, je vais vous le dire. Mais cette fin, elle s'applique pas que au soleil. Elle s'applique à toutes les étoiles semblables au soleil, c'est-à-dire pratiquement toutes les étoiles de la galaxie, et d'ailleurs même de l'univers. Notre soleil, il est né il y a 4,5 milliards d'années, donc il est à la moitié de sa vie. Et il a pile la bonne température pour nous chauffer et pour nous éclairer. Et au fur et à mesure de sa vie, dans le cœur du Soleil, les atomes d'hydrogène vont se fusionner en atomes d'hélium, et ces atomes d'hélium, ils vont s'agglutiner comme un parasite, ou même comme un déchet. Et il faut savoir que l'hélium, il est plus lourd que l'hydrogène. Donc, il va s'agglutiner au fond du noyau, grâce à la poussée d'Archimède. Et alors, la température du cœur va augmenter drastiquement. Et dans 3 milliards d'années, le Soleil, il n'aura plus d'hydrogène pour pouvoir s'alimenter. Et alors, il restera que l'hélium. Le cœur rentre dans une situation critique. Il n'a plus d'hydrogène pour pouvoir le transformer en hélium. L'hélium va devoir prendre le relais. Alors la gravité est la seule maître du jeu, et plus rien ne peut la retenir. Donc l'étoile démarre la phase où elle s'effondre sur elle-même. Et la gravité est telle que l'hélium lui-même va fusionner en carbone. Et cette fusion d'hélium va libérer une énergie colossale, ce qui va faire gonfler l'étoile jusqu'à plus de 200 fois sa taille actuelle. Elle est maintenant au stade de géante rouge. Et quand le Soleil sera âgé de 8 milliards d'années, l'hélium va se fusionner en carbone, puis il se fusionnera en oxygène. Celui-ci ne peut plus fusionner, car le Soleil est trop petit pour pouvoir produire encore plus de chaleur. Mais les plus grosses étoiles peuvent aller jusqu'à produire du fer. On en reparle juste après. Maintenant que le Soleil n'a plus de matière à pouvoir fusionner, il va se mettre à convulser. Et il va tellement se convulser qu'à un moment, il va éjecter toute sa matière dans l'espace. Le Soleil va même, lui, à son tour, créer une nébuleuse. C'est ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Étonnant de se dire que la nébuleuse est le berceau d'une étoile et aussi son tombeau. On a un exemple très parlant, hein, la nébuleuse de la Lyre, située dans la constellation du même nom, la Lyre. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir en son centre le cadavre du cœur de l'étoile. C'est une naine blanche qui est composée d'oxygène et de carbone, condamnée à attendre de refroidir dans l'univers obscur. Mais qu'en est-il des étoiles massives? Il faut savoir un truc sur les étoiles plus massives. Elles vont consommer beaucoup plus vite leur hydrogène, dû à leur masse importante. Et alors, elles ont une vie beaucoup plus courte. Prenons l'exemple de Bételgeuse. Elle se situe dans la constellation d'Orion. Elle a plus de 10 fois la masse du Soleil et âgée de 10 millions d'années. Elle est déjà sur sa phase terminale. Elle est beaucoup plus jeune que le Soleil et elle est déjà en train de mourir. Alors retraçons sa vie. Comme avant, ça s'applique à toutes les étoiles qui ont la même masse. Dans une étoile massive, le noyau, il est bien différent. On a sur les couches les plus externes le dihydrogène, puis plus à l'intérieur l'hélium, le carbone, l'oxygène, jusqu'à son centre, le fer, grâce à, comme je le redis, la poussée d'Archimède et de la densité du noyau. Comme on l'a dit plus tôt, le fer, c'est l'atome le plus stable de l'univers. On ne peut pas le fusionner. Mais si dans le noyau, il n'y a plus de fusion, ça veut dire que plus rien n'est là pour s'opposer à la gravité. Et c'est là qu'on va avoir un problème. Alors le noyau de fer de plusieurs milliers de kilomètres s'effondre sur lui-même pour donner un point d'à peu près 20 km, de plusieurs milliards de degrés Celsius. Cette chute est si rapide que les couches externes vont se jeter sur le cœur de fer pour combler le vide et alors s'éclater sur le noyau et rebondir vers l'extérieur, ce qui va provoquer une explosion. Toute la matière va être éjectée. C'est ce qu'on appelle une supernova. Cette explosion est tellement puissante et tellement énergétique qu'elle sera plus brillante que toute la galaxie elle-même. Pour comparer avec Bételgeuse, on la verrait en plein jour aussi brillante que notre Soleil. Et pendant cette explosion,
la matière va être éjectée à 99,99% de la vitesse de la lumière. C'est très rapide. Cette matière qui va rentrer en collision va se fusionner. D'ailleurs, ça va créer tous les éléments du tableau périodique. De ce fait, ces rejets de matière vont créer une nébuleuse. Mais attendez, même les étoiles les plus massives ont un cadavre. Et c'est là que ça va être intéressant. Revenons au moment où le cœur de fer est passé de 1000 km de diamètre à 20 km de diamètre. La matière, elle a voulu combler le vide, ce qui a fait qu'elle a rebondi. Et alors, cette pression est tellement intense que les particules fusionnent et les électrons pénètrent dans les noyaux des atomes et fusionnent avec les protons. Les charges se combinent et deviennent des neutrons en rejetant une quantité colossale de neutrinos. Cette réaction est tellement intense que les neutrons ne pourront plus fusionner. Ça va créer une onde de choc et va propulser la matière vers l'extérieur. Ce qu'on appelle, comme on a dit avant, la supernova. Mais après cette explosion colossale, il reste encore ce noyau de fer de 20 km. Et il est apparemment composé de neutrons. C'est ce qu'on appelle maintenant une étoile à neutrons. C'est un astre tellement dense qu'il fait plusieurs fois la masse du Soleil en 20 km. C'est clair, c'est pas la taille qui compte. Et ces cadavres sont les objets les plus denses de l'univers. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Et il s'avère que pour les étoiles les plus massives de l'univers, la matière qui va se jeter sur le cœur de fer est tellement dense que la gravité prend le dessus. Et alors, les neutrons sont tellement comprimés qu'ils vont devenir une singularité. C'est ce qu'on appelle un trou noir. Mais ça aussi, c'est pour une prochaine vidéo. Et pour ne pas rater ça, allez vous abonner à la chaîne YouTube, mettez la cloche, lâchez un like. Et si vous êtes encore plus généreux, vous pouvez faire un don sur notre Tipeee. Gardez la tête dans les étoiles, tout est une question de référentiel. Ciao!